Et donc, ma prochaine oratrice est donc Gwenaëlle Bongui, qui est Senior Marketing Manager chez Coloplast. Et elle va nous expliquer en effet pourquoi les cathéters urinaires ont-ils deux œils. Merci, bonjour à tous. Donc je travaille chez Coloplast au siège, au Danemark. Et tout d'abord, je voulais remercier mes collègues de Coloplast Belgique de m'avoir conviée. C'était une journée exceptionnelle. Je pense que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses. Et peut-être là, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le titre de sa présentation est-il aussi curieux? Et c'est vrai, en fait, pourquoi les sondes urinaires, elles ont deux œils? Je pense que vous allez tous me dire, c'est pour vider la vessie. Ça, c'est sûr, parce qu'elles sont toutes comme ça. Mais en fait, ma question, il faut la voir différemment. Aujourd'hui, on sait que les sondes urinaires, elles ont aussi des limites, notamment au niveau des infections urinaires. Donc ma question, c'est pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer la qualité de vie de nos patients? Et donc pour commencer, je voudrais aborder quelque chose que vous connaissez tous, les infections urinaires. Les infections urinaires, c'est vraiment le challenge numéro 1 des patients, ce qui impacte le plus leur qualité de vie. Et je voudrais aborder avec vous les facteurs de risque et aussi les moyens de prévention. Mais avant de le faire, je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu plus aux patients, à ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que ça veut dire en fait pour eux d'avoir une infection urinaire? Et pour cela, je voudrais jouer une petite vidéo où vous allez avoir des témoignages de patients. Pas sans savoir. Normalement, il y a du son. Okay, guys, make yourselves comfortable. Be open with each other about how you feel. Say what's on your mind. Milka, yeah, camera. That's that. I think about UTIs a lot. Me too. I'm a positive person, but I'm not always in that mood. The thought of getting a UTI. I'm even 4th time this year. I wash my hands, I do everything okay. But still, it's hard to explain. My best friend asked, "You're so quiet sometimes." It's not something that I like to share. I hold it for myself. Yeah, I recognize it. Yeah. I'm not comfortable. My behavior is different. I know that I'm not that happy. I think that I hide it because I don't want to be open about it. People ask, "Are you okay?" You're so silent, but they don't know what's going in my mind. It's difficult to tell. Yeah. I feel uncomfortable and then withdraw myself and then take a little bit rest. For some people, it's hard to understand. It's nice to talk about with a person like you. We have the same problem. It's like being in a bubble, isn't it? Yeah, it's like being in a bubble. Donc on le voit malheureusement par ces deux témoignages que les infections urinaires, c'est difficile, ça reste un tabou. On n'en parle pas, on vit dans sa bulle. Et ça, malgré le fait que l'autosondage aujourd'hui, c'est vraiment le golden standard en comparaison des autres modes mictionnels, on voit qu'il y a aussi des limites et que les infections urinaires aujourd'hui, ça reste un tabou, un fardeau pour les patients. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir en tête que les patients, ils ont 2 à 3 infections urinaires par an. Et à l'échelle d'une vie, c'est plus de 100 infections urinaires. Ça peut aller jusque-là. Donc c'est énorme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 45% des patients qui considèrent les infections urinaires comme leur plus grand défi. Donc c'est beaucoup. Mais on peut faire des choses, nous, en tant que fabricants de dispositifs médicaux, et vous aussi, en tant que professionnels de santé, bien entendu, on a tous un rôle à jouer.
La première chose, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une approche holistique du patient et d'adresser en fait tous les facteurs de risque d'infection urinaire qui sont multiples. Ici, vous voyez à l'écran le modèle qui a été développé par le professeur Kennelly et qui montre bien qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte quand on veut adresser les infections urinaires. Il y a bien sûr tout ce qui va être lié à l'autosondage en lui-même, et puis il va y avoir la partie plus médicale, donc la condition générale du patient. On retrouve d'ailleurs un lien entre les troubles colorectaux et les troubles urinaires, qui est aussi à prendre en compte dans le traitement des infections urinaires. Il va y avoir tout ce qui est lié à l'affection locale des voies urinaires. Et puis, il y a aussi le patient, son comportement. Est-ce qu'il est compliant? Est-ce qu'il se sonde à fréquence régulière? Est-ce qu'il boit assez? Comment il manipule la sonde? Est-ce qu'il repositionne la sonde? Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en charge. Donc, si vous voulez en savoir plus, sachez que ce modèle a été publié et il a fait l'objet d'une publication qui est accessible en ligne. En plus de ce modèle, on a développé chez Coloplast avec des professionnels de santé un outil d'évaluation des risques d'infection urinaire qui est à la fois dédié aux professionnels de santé. Donc vous allez retrouver toutes les questions à poser, tous les risques, les facteurs de risque à évaluer. Et puis aussi, il y a un livret qui peut être remis aux patients. Parce que les patients aussi, certains orateurs en ont parlé, ont aussi un rôle à jouer. S'ils ne parlent pas, par exemple, de peur de tabou de leurs problèmes colorectaux, vous ne pouvez pas deviner. Donc l'idée aussi avec cet outil, c'est vraiment aussi d'éduquer le patient le plus possible pour qu'il sache reconnaître les symptômes d'une infection urinaire, qu'il puisse en parler à son professionnel de santé, qu'il fasse le lien entre, je l'ai déjà dit, troubles colorectaux, troubles urinaires. Donc c'est vraiment un outil qui a été développé pour faciliter votre quotidien et aussi continuer à éduquer les patients. Si maintenant on revient sur le sondage intermittent, on le sait, des bactéries peuvent être insérées par la sonde et donc favoriser les infections urinaires. On connaît aussi le rôle de la lubrification dans les traumatismes de l'urètre ou de la vessie. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle en fait de l'urine résiduelle. Pourquoi? Parce que je pense qu'on en conviendra tous, aujourd'hui, il n'y a pas encore de produits miracles, de sondes miracles qui permettent de vider complètement la vessie jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je voudrais qu'on s'y intéresse de plus près. Pourquoi je veux qu'on s'y intéresse de plus près? Parce qu'on peut avoir de l'urine résiduelle pour plein de raisons. Première raison, c'est on ne va pas introduire la sonde de façon correcte. On ne va pas la repositionner. On peut aussi avoir la sonde qui est obstruée, donc les œils de la sonde qui sont obstrués par la muqueuse. Ça peut aussi être lié à l'anatomie de la vessie, tout simplement. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi il peut y avoir de l'urine résiduelle après autosondage. Et cette urine résiduelle, en fait, elle est problématique. Pourquoi? Normalement, j'avais aussi une petite vidéo. Je crois que j'aurai besoin de votre assistance pour la vidéo. Bon, on va voir si ça se lance. Et en fait, cette urine résiduelle, elle est problématique. Pourquoi? Parce que, vous le savez, les bactéries, normalement, sont chassées par l'autosondage, donc dans l'urine qui va s'écouler par la sonde. Mais si on a de l'urine résiduelle, eh bien, les bactéries ne sont plus chassées ou plus toutes chassées. Et donc, cela va amener à la prolifération des bactéries qui peuvent, bien entendu, par la suite, entraîner une infection urinaire. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment d'éliminer ces bactéries. Donc, comme je l'ai dit, elles vont, si on a de l'usine résiduelle, elles vont proliférer. Et donc, en plus, pour nos patients, on sait que le sondage va venir perturber en fait les mécanismes de défense. Et donc, tout cela, ça va faciliter l'accès des uropathogènes à la vessie. Donc, on a vraiment pour objectif, dans la conception de nos produits, et puis bien sûr en objectif pour nos patients, d'éliminer cette urine résiduelle et garder la vessie la plus intacte possible pour à nouveau réduire la probabilité d'avoir des bactéries et donc de conduire à des infections urinaires.
Donc vous l'aurez compris, c'est le point aujourd'hui sur lequel je voudrais vraiment qu'on passe du temps, c'est cette usine résiduelle. Et aujourd'hui, avec les sondes urinaires qui ont 2 œils, eh bien, on sait que pour éliminer l'urine résiduelle, ou en tout cas la limiter, il va falloir repositionner la sonde. Repositionner la sonde, en fait, ça incombe au patient. C'est à lui de le faire. Et on a voulu comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça voulait dire pour les patients. On a mené une étude sur plus de 3400 patients pour comprendre un petit peu le lien entre la vidange incomplète de la vessie et les infections urinaires. Et donc, ce qu'on a appris, je pense sans surprise pour toutes les personnes ici, c'est que 90% des patients repositionnent la sonde pour vider la vessie complètement. Ils la vident de manière différente. Donc, certains, ça va être par à-coups, certains la retirent tout lentement la sonde. Donc, la technique peut être un petit peu différente. Et quand on regarde sur ces patients qui repositionnent la sonde, un petit peu plus en détail, en fait, 78% d'entre eux constatent que l'urine recommence à couler. Et le fait que cette urine recommence à couler, en fait, c'est pas anodin, parce que pour eux, ça va rajouter une charge mentale. Donc, il y a la peur, on en parlait il y a quelques instants, de l'infection urinaire, et puis il va se rajouter aussi la peur d'avoir une vessie pas complètement vidée. Donc, ça rajoute un fardeau supplémentaire pour eux et une incertitude sur le geste qu'ils viennent d'effectuer. Et sur le fait que cette urine recoule, pour 78% d'entre eux, eh ben on voit que dans 48% des cas, l'urine recommence à couler plusieurs fois. Donc ça veut dire que ce n'est pas en une seule fois qu'on va réussir un seul repositionnement qu'on va réussir à vider la vessie, mais qu'il va falloir le faire plusieurs fois. Ça encore, ça rajoute de la charge mentale. Est-ce que je vais avoir une infection urinaire? Est-ce que ma vessie est bien vidée? Combien de temps je vais passer pour vider complètement ma vessie? Donc tout ça rajoute de la charge mentale aux patients. Et pour qu'on comprenne un petit peu plus ce qui se passe et pourquoi en fait il est complexe de vider complètement la vessie, je vais vous montrer cette vidéo. En fait, c'est pas nous, mais c'est l'université d'Odense, donc l'hôpital de l'université d'Odense au Danemark, qui a placé en fait une caméra à l'intérieur de la sonde. Et pour voir un petit peu ce qui se passe. Et là, vous voyez la partie blanche là, qui vient de sortir d'un coup, et ben, c'est l'aspiration de la muqueuse par l'œil de la sonde. Donc voilà ce qui se passe. Et quand on va repositionner la sonde, hop, vous voyez, hop, ça ressort, l'urine va couler à nouveau. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de la sonde. Je le disais, donc c'est le fait de repositionner, le fait de savoir si ou non la vessie est complètement vidée, ça a vraiment un impact sur la qualité de vie des patients, un impact négatif. Donc, en conclusion, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, les sondes à 2 œils, elles augmentent le risque d'urine résiduelle. On a des arrêts de débit, on ne sait pas si la vidange est complète, et donc ça rend vraiment le processus d'autosondage incertain et qui peut être complexe pour certains patients, parce qu'il faut repositionner plusieurs fois. Et donc, comme je disais plus précédemment, ça crée aussi une charge mentale. En conclusion, avec les sondes à 2 œils, le repositionnement est nécessaire pour éviter la prolifération des bactéries et donc réduire le risque d'infection urinaire. Je voudrais quand même qu'on regarde ce chiffre. Aujourd'hui, il y a 50% des patients qui abandonnent l'autosondage les 5 premières années en sortant de centres de rééducation. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que le fait que la technique soit parfois complexe pour certains patients, est-ce que ça ne joue pas, est-ce que ça ne rentre pas en compte aussi dans le fait d'abandonner l'autosondage et de ne pas être compliant? Bien entendu, là encore, c'est multifactoriel, mais c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans les risques d'abandon de l'autosondage. C'est-à-dire que plus on a un processus qui est complexe, plus, bien entendu, on risque d'abandonner. Et donc notre rôle chez Coloplast, c'est aussi d'essayer de développer des produits qui vont améliorer l'observance, la compliance et faciliter tous les processus, donc notamment ici l'autosondage. Donc voilà, réduire les infections urinaires, c'est aussi l'enjeu, c'est aussi d'améliorer l'observance au traitement.
Alors maintenant, je vous repose ma question initiale. Mais pourquoi donc les sondes urinaires ont-elles 2 œils? Quand on voit l'impact sur la qualité de vie des patients, quand on voit finalement la difficulté de repositionner une sonde, pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne doit pas faire mieux? Et voilà, je pense que dans quelques minutes, Joël vous en dira plus. Mais voilà, c'était voilà, d'où l'intérêt de ma question. C'était un petit peu qu'on prenne le temps de réfléchir finalement sur ces 2 œils qui ont l'air de rien. Ils ont un impact en fait assez lourd sur nos patients et les infections urinaires. Merci.